Bonsoir, bonsoir à tous qui regardez cette émission derrière votre écran. En temps normal, cette émission n'existerait pas. Il n'y aurait pas de live streaming en direct de l'Université Paris-Dauphine avec la Fondation Dauphine. En temps normal, il y aura une belle soirée avec quelques coupes, avec des anciens et des anciennes diplômés de Paris-Dauphine. On dînerait, on se serrerait la main, on s'embrasserait peut-être et on ferait d'une certaine façon la fête dans un dîner de gala, un vrai dîner d'anciens. Sauf que la crise sanitaire est passée par là et que c'est une première pour Paris-Dauphine et pour la Fondation Dauphine. Vous allez pouvoir avoir des nouvelles de votre université de cœur à distance dans un live qui aura lieu pendant environ 45 minutes et qui va vous permettre de comprendre et de savoir peut-être comment l'université a maintenu sa qualité pédagogique au cours de cette année un peu chahutée, comment se sont maintenues les relations entre les étudiants, les enseignants, le personnel de toute l'université, comment la solidarité s'est exercée auprès des étudiants avec le soutien de l'université et de la Fondation, et puis d'avoir des informations sur les projets de Paris-Dauphine dans les mois et les années qui viennent. Toujours avec cette idée, évidemment, c'est d'associer les anciens au devenir de leur université, c'est de les inciter à donner aussi. Vous verrez, pendant toute l'émission, il y aura un petit bandeau pour faire d'éventuels dons qui sont défiscalisés à la Fondation Dauphine qui soutient l'université et ses projets. Sans plus attendre, on va en parler avec nos invités. D'ores et déjà, autour de cette table, vous allez retrouver dans un instant le président de l'université Paris-Dauphine et puis la directrice générale de la Fondation Dauphine. On les retrouve juste après ce jingle. Bienvenue une nouvelle fois à vous si vous nous rejoignez pour ce live de la Fondation Dauphine, avec évidemment l'Université Paris-Dauphine, avec nos invités. Sandra Bouscal, directrice générale de la Fondation Dauphine, est avec nous. Bonsoir Sandra. Bonsoir David. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et puis Elmou Mouhoud, président de l'Université Paris-Dauphine. Bonsoir. Bonsoir David. Vous êtes professeur d'économie, vous êtes le président de cette université. Ma première question, elle vous concerne immédiatement. Comment vous avez vécu en tant que président de l'université cette année si particulière de crise sanitaire ? Oui, surtout que j'ai été élu le 3 décembre en pleine crise sanitaire. Et en fait, cette université, Paris-Dauphine, a montré ses capacités de résilience, mais aussi de résistance à travers cette crise. Dès la fin janvier 2020, donc dès le début de la crise sanitaire, nous avons fait revenir les étudiants en mobilité internationale, nous avons aussi annulé les échanges du second semestre, et puis nous avons tout basculé, mais avec une rapidité et une dextérité remarquable, nous avons tout basculé en distanciel et les équipes d'enseignants-chercheurs, les personnels administratifs, les étudiants ont joué un jeu remarquable d'adaptation en dépit de la difficulté, extrêmement efficace. Nous avons ensuite évidemment investi beaucoup dans le numérique, dans les technologies numériques et dans le climat d'incertitude auquel nous étions soumis en permanence. Les universités étaient fermées, ce que j'ai beaucoup regretté. Nous avons, dès que cela nous a été possible juridiquement, nous avons assuré la rentrée en septembre des L1 et des M2, puis nous avons mis en place aussi des cours à 50% commodal, c'est-à-dire que les étudiants viennent une semaine, puis les autres sont à distance grâce à ces technologies numériques, et l'autre semaine, on inverse, et ainsi de suite. Je vous interromps 30 secondes, mais quand vous avez accepté et que vous vous êtes présenté pour diriger cette université, ou en tout cas présider à ses destinées, vous saviez que tout cela allait arriver, ça vous a pas effrayé? Ah non, en fait, quand la campagne a été menée dès le mois de juin-juillet, la présidente avait démissionné à ce moment-là, et poussé par mes collègues pour me présenter. Dès le mois de juin-juillet, on n'était pas encore en crise sanitaire à ce moment-là. Et donc vous ne saviez pas qu'il y aurait tout ce boulot à faire? Non, on était en crise sanitaire, oui, mais on n'était pas encore dans l'idée. Moi, j'avais dans ma campagne... Vous pensiez qu'on en sortait? J'avais prédit la persistance, et je crois que dans mon équipe de campagne, que j'appelais Demain Dauphine d'ailleurs, ça s'appelait comme ça, nous avions prédit la persistance de la crise. Mais effectivement, nous pensions
comme tous, que la rentrée de septembre allait permettre un retour au présentiel normal. Et donc, j'ai construit mon programme en connaissance de cause, en me disant, je vais me projeter à 2030, quelle université nous désirons à 2030, et puis en compte à rebours, nous allons remonter pour intégrer des contraintes. Et en fait, notre slogan et notre objectif dans l'équipe, ça a été de dire, nous allons transformer ces contraintes inédite en opportunité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sandra Bouscal, vous avez été aussi surprise dans le fonctionnement de la Fondation. On n'avait pas prévu la question, mais vous aussi, vos activités ont été un peu bouleversées. Vous êtes adapté aussi. Bon, on s'est tous adaptés, effectivement. On s'est retrouvés à travailler à distance. Donc, il a fallu motiver les équipes, garder le lien avec les équipes. Et puis aussi survivre en tant que fondation dans un univers où l'urgence allait sur le médical, le soutien à la recherche, le soutien aux soignants. Donc, on a voulu aussi rappeler que l'enseignement supérieur, c'est une cause de long terme et que l'urgence était au Covid, mais qu'il ne fallait pas oublier des établissements d'excellence comme Dauphine. Sandra Bouscal, El Mouhoud, je vais vous retrouver dans un instant, mais puisque vous parliez du maintien de la qualité des enseignements, d'adapter cette offre d'enseignement à un nouveau contexte, je vais tout de suite aller en parler avec Sonia Adam-Ledunois. Elle est maître de conférence et surtout, elle est directrice du Master Entrepreneuriat. Elle va nous raconter un peu comment ça s'est passé. Et là, c'est la prof qu'on va interroger. Je vous retrouve tout de suite, vous ne bougez pas. Sonia Adam-Ledunois. Alors, je rappelle que vous êtes maître de conférence, directrice du Master Entrepreneuriat. Comment ça s'est passé pour vous, qui êtes prof à Dauphine et qui êtes enseignante, qui avez en charge un master et pas des moindres? Comment vous avez vécu cette année bizarre? On a innové, on a remis en cause nos approches pédagogiques. On a improvisé au début et puis petit à petit, on est devenu de plus en plus armé pour faire face à ces cours à distance ou en comodal, comme l'évoquait notre président. L'enjeu pour nous, c'était vraiment de créer de l'interaction avec nos étudiants et de pouvoir préserver le lien, les impliquer dans les cours. Alors, vous avez enseigné à distance, j'imagine. Vous êtes devenue une prof et vos équipes aussi des profs sur écran, d'une certaine façon. Et quand on devient un prof sur écran, on est concurrencé par Netflix, nécessairement. Comment vous avez fait pour lutter contre Netflix? On crée de l'interaction. Avec Netflix, il n'y a pas beaucoup d'interaction quand même. Non, c'est vrai. Donc l'enjeu, justement, c'était de créer de l'interaction, les faire travailler en petits groupes, casser le modèle du cours un peu classique, magistral, pour pouvoir plutôt aller vers des innovations pédagogiques qui les impliquent et qui les conduisent à beaucoup interagir avec nous. L'enjeu, c'était de créer du lien à distance, donc sans la proximité géographique qu'on a habituellement avec eux. Est-ce que lorsqu'on est prof en master, qu'on dirige un master, mais qu'on doit se réinventer prof sur écran ou derrière un écran, ou en tout cas devant une caméra, est-ce que vous avez fait des découvertes sur ce que vous pouviez faire, améliorer? Vous vous êtes réinventé? Oui, et il y a plutôt des bonnes choses qui en sont ressorties. Oui, il y a des expérimentations. On s'est rendu compte, par exemple, que les travaux en petits groupes, les ateliers, fonctionnaient beaucoup mieux en visio que lorsqu'on est dans une salle de classe avec 30 étudiants, avec 6 groupes à gérer en simultané. Là, on pouvait aller beaucoup plus en profondeur et les étudiants nous ont rendu vraiment des travaux de meilleure qualité, je trouve, que l'année passée lorsqu'on était en physique. Ça va laisser des traces, cette affaire-là, au-delà de l'émotionnel, au-delà de la gestion de crise. Et on vient d'entendre El Mouhoud, qui est un président de gestion de crise. Il ne s'y attendait pas autant que ça. Est-ce qu'il y aura des acquis pédagogiques de cette période et qui vont rester? Je pense que ce qui va rester, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin d'être toujours en présentiel dans une salle de cours et on a réinventé nos méthodes, comme je le disais. On a créé du lien aussi avec des entreprises. Dans le master entrepreneuriat, pour le coup, on a mis en place des ateliers avec des entrepreneurs, donc de l'accompagnement, avec des alumni aussi. Et donc, ces approches-là qui font un peu l'ADN quand même déjà de Dauphine, on s'est appuyé là-dessus et on va les renforcer bien évidemment. Et alors moi, je me souviens que bien avant la crise sanitaire, il y a 3-4 ans, même il y a 5 ans, on se posait des questions sur les MOOC. Les profs disaient, il faut qu'on fasse des MOOC, mais on ne sait pas les faire. Comment on va les faire? Comment on va parler face à un écran, face à une caméra? Là, tout le monde sait faire des MOOC.
Ça y est? C'est pas tout à fait la même C'est pas tout chose. à fait la même chose. Un MOOC, l'étudiant est vraiment livré à lui-même et il doit lui-même trouver l'énergie pour suivre son programme en toute autonomie. Ouais. Là, l'avantage des cours à distance, c'est que c'est quand même couplé, comme je le disais, avec des travaux de groupe. Donc, on essaie de les motiver, on essaie de créer du lien entre eux aussi, entre étudiants, parce qu'ils ne se sont pas vus au début de l'année. Ils ne se connaissaient pas, donc il y a aussi cette intégration qui doit se faire. Donc on a vu que le prof avait vraiment son utilité dans le cadre de cette crise-là. Une dernière question un peu débile, mais comment on gère l'absentéisme dans ces cas-là, quand on fait cours derrière un écran? C'est pas évident. Là, clairement, on ne fait pas l'appel. Hein. On ne fait pas l'appel. Et puis, on essaie de les interpeller régulièrement pour être sûr qu'ils ne soient pas sur Netflix, justement. Sonia Adam Ledunois, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de ce témoignage. Vous êtes maître de conférence, directrice du Master Entrepreneuriat. C'était très important d'avoir votre témoignage parce que si on avait pu, on aurait évidemment plus de profs, mais c'est important que vous sachiez, vous qui êtes derrière vos écrans, vous qui êtes diplômés, le boulot de gladiateur que ça peut être de maintenir ces cours. Moi, je suis parent d'élèves, donc j'ai vu des enseignants, pas dans le supérieur, mais avant, faire ce travail. C'est un boulot de dingue. Il faut se réinventer totalement, il faut motiver. Donc vraiment, n'hésitez pas à soutenir la Fondation qui soutient ces enseignants et ces profs, parce que c'est vraiment vital. Sonia, merci infiniment. Merci à vous. On va parler maintenant d'une solidarité qui s'exerce de l'université vers les étudiants, de la Fondation que vous soutenez vers les étudiants. On va visionner un petit sujet dont Anouk Bouguillon est l'héroïne. Vous regardez ce sujet sur les conditions de logement des étudiants qui ont parfois besoin d'une aide, le logement universitaire, et on se retrouve juste après avec Anouk. Ciao. Je suis une étudiante égalité des chances. Ma famille étant normande, donc assez éloignée de la capitale, trouver un logement était une obligation pour pouvoir suivre mes études à Paris-Dauphine. Grâce au programme égalité des chances, on a accès à une résidence qui est située à Saint-Ouen. Moi, j'ai bénéficié d'une chambre à un loyer très faible, donc de 300 €. Et j'ai même pu me retrouver en colocation avec donc 3 filles qui font partie du programme. Au sein de la résidence, on a eu la chance, surtout dans le contexte Covid-19, de pouvoir rencontrer des élèves, rencontrer des étudiants, rencontrer du monde, ce qui est primordial dans une première année de faculté. Et au-delà de ça, on a une réelle entraide et une réelle solidarité entre les étudiants qui sont restés ici pendant le confinement. Grâce à la résidence, j'ai pu passer à côté de la précarité, de la difficulté que les étudiants ont pu rencontrer pendant cette période. En ce moment, à cause du Covid, je me retrouve à travailler une semaine à la fac, donc avec ma classe comme d'habitude, et une semaine à la maison. Ça a ses avantages et ses défauts. Quand je suis chez moi, j'arrive beaucoup mieux à travailler. Je travaille plus longtemps, je suis moins fatiguée, je me lève moins tôt. Et avec mes colocataires, du coup, on travaille souvent toutes les 3. Après, il y a des inconvénients comme je n'ai pas les repas du Crous à 1 €, je suis obligée de me faire à manger, je suis obligée de faire la vaisselle, donc c'est plus long. La Fondation de Dauphine m'a permis d'avoir un logement à un prix très raisonnable à Paris. Et vu que je fais partie du programme Égalité des chances, j'ai eu le droit de suivre des cours de soutien, d'avoir tout un système de parrainage et de tuteurs. Et en plus de ça, on a été accueillis par un stage de pré-rentrée avec des cours en plus et l'occasion de rencontrer d'autres élèves et donc d'appréhender de façon beaucoup plus facile la rentrée. Bah oui, merci à vous les donateurs. Si vous ne l'êtes pas encore, vous avez l'occasion de l'être. On va faire connaissance avec l'héroïne de cette vidéo, de ce petit film qui est tourné à la résidence universitaire de Dauphine à Saint-Ouen. On va faire connaissance avec Anouk, puisqu'Anouk Bouguillon est ici en chair et en os avec nous dans cet amphithéâtre Edgar Faure à Paris-Dauphine. Anouk, bonsoir. Bonsoir David. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct. Donc là, quand vous parlez, c'est des anciens, c'est des diplômés, ce que vous serez plus tard qui vous regardent et qui vous écoutent. C'est bien vous dans la vidéo. Oui, c'est bien moi, c'est bon. ça. Dites-nous, vous en êtes toutes vos études à Dauphine? Alors moi, je suis en L1 LSO. L1 LSO, ça veut dire quoi en français pour moi? Ça veut dire licence sciences des organisations. D'accord. Première année? Première année, c'est ça. Et vous venez de Caen, vous m'avez dit? Je viens de Caen, oui, en Normandie. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'université Paris-Dauphine, qui est une université très courue? Alors moi, au début, je ne savais pas trop ce que je voulais faire lors de mon lycée. Et mes profs m'ont parlé d'un amphithéâtre sur Paris-Dauphine, je ne connaissais pas du tout. Et donc je m'y suis rendue et du coup, directement, ça a été pour moi une révélation à mi-chemin entre la prépa et la licence.
Et j'ai foncé et je suis ici aujourd'hui. Pourquoi vous dites à mi-chemin entre la prépa et la licence? Parce que le niveau de travail est soutenu et en même temps c'est la fac, c'est hybride? Voilà, c'est ça. Et puis on se retrouve avec un diplôme à la fin de nos 3 années, alors qu'en prépa, c'est pas forcément le cas et on n'a pas forcément d'issue après. Vous deviez être une super bachelière, non? Alors je sais pas, une super, mais ça allait. Vous avez une mention très bien? Oui. Bon. De quel bac d'ailleurs? Bac économique et social. Bon, alors racontez-moi ce que c'est que d'être logé dans, enfin quasiment pas dans son université, mais par son université. Alors déjà, ça a été très pratique parce que je n'ai pas eu toute la recherche d'appartements à faire sur Paris, c'est toujours compliqué. Et en plus, c'est économique parce que je suis logée vraiment à faible prix. Et dans un deuxième temps, ça m'a permis de faire des rencontres. Donc j'ai pu rencontrer d'autres étudiants de Dauphine, notamment des Erasmus. Et ça m'a tout de suite envie de voyager, de partir en L3 notamment. Et aussi, ça m'a fait parler anglais et me rendre compte de l'importance de parler anglais. Et au-delà de ça, j'ai rencontré des étudiants en Mido. Et avec des difficultés en maths, vu que je viens d'un bac économique et social, ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. On a fait des soirées où on a révisé les mathématiques. Ils ont fait des soirées où ils ont révisé les maths. Vous allez quand même nous raconter, Anouk, comment s'est passée cette année si particulière sur ce campus, dans cette résidence universitaire de Saint-Ouen. Ça a dû être un peu mieux que d'être dans une chambre de bonne à Paris. Ah oui, ça a fait la différence. Déjà, je suis en colocation. Donc ça m'a permis d'être accompagnée avec 3 filles qui sont en L1 comme moi, dans la même filière, et 2 dans ma classe. Donc vous avez un petit appartement avec 3 chambres? Voilà, c'est ça, Wow. 4 chambres du coup. D'accord. Et ensuite, au-delà de ça, donc on était en bimodal, donc 1 semaine sur 2 comme aujourd'hui. Et donc on peut toujours raccrocher à la résidence avec des colocataires ou d'autres étudiants qui viennent nous aider. Bon, moi, je commence à être un peu jaloux parce que si vous décryptez ce que nous dit Anouk Bouguillon, elle n'a pas été seule et isolée pendant toute l'année qui vient de s'écouler. Elle a pu aller quand même à l'université 1 semaine sur 2. Elle nous dit qu'elle a pu réviser ses maths le soir avec des matheux. Enfin, vous avez fait quand même un peu la fête, quoi. Un petit peu, quand c'était permis. Quand c'était permis. Bon. Qu'est-ce que vous ferez après votre licence? Alors, après ma licence... Donc déjà, je vais me spécialiser, je pense, en L3 en gestion. Et ensuite, je pense, j'aimerais bien faire de l'audit de gestion, mais je ne suis pas encore certaine. J'ai encore mon temps. C'est vrai que vous avez du temps. Anouk, qu'est-ce que vous ferez quand vous serez diplômée? Vous vous dites, moi aussi, à mon tour, je vais donner à la Fondation Dauphine? Alors oui, c'est sûr. Bah, déjà, pour moi, je me suis déjà proposé de revenir dans mon lycée pour présenter le programme à des étudiants de mon lycée. Mais donc plus tard, quand je serai diplômée, c'est une évidence pour moi de m'engager dans la Fondation et poursuivre ce qu'on m'a donné la chance de faire en fait. Anouk, merci. Je vous souhaite une longue et belle route. Profitez bien de Merci. cette résidence universitaire. Je ne dirais pas que ça donne envie de redoubler, tellement c'est bien, mais de faire les études les plus longues possibles. Anouk. Merci. Merci à vous. Alors, pourquoi on a invité Anouk? Évidemment, parce que c'était important de voir un étudiant. C'était aussi important de voir ce que fait la Fondation Dauphine, que vous soutenez. C'est-à-dire que quand vous faites des dons, la Fondation Dauphine peut développer des projets. Et ces projets, on va en parler tout de suite avec Sandra Bouscal, qui est directrice générale, je le rappelle, de la Fondation Dauphine. Et ces dons, ils permettent à la Fondation de voir grand pour les étudiants, pour le soutien aux étudiants et pour le développement de la solidarité auprès des étudiants par l'université. On y va, on va en parler avec Sandra. Sandra Bouscal, peut-être une réaction ou un mot sur ce que vous venez d'entendre d'Anouk? Anouk, c'est la raison multipliée par le nombre d'étudiants de l'université. C'est une des raisons qui fait qu'on est heureuse et fière de faire le métier qu'on fait pour Dauphine et pour l'enseignement supérieur en général. C'est une grande fierté. Merci donc d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes directrice générale de la Fondation Dauphine. Vous représentez ce soir Vincent Montagne, le président de la Fondation. Je le dis parce qu'il ne peut pas être avec nous malheureusement. Coucou Vincent, si vous nous regardez. Peut-être en 2 mots aussi nous rappeler quelles sont les grandes missions de la Fondation, Sandra. Alors, la Fondation, elle a été créée en 2008 et sa mission, c'est d'apporter du plus à l'université. C'est un incubateur de projets pour Dauphine. Donc, on est là pour accompagner sur des chaires de recherche, sur le programme Égalité des chances, sur le logement étudiant, également sur l'incubateur de start-up. Et tous ces projets n'auraient pas pu être financés sans la Fondation et donc sans les dons de nos donateurs et de nos entreprises partenaires. J'ai oublié de vous poser une question, mais des Anouk, il n'y en a qu'une et en même temps, il y en a plein.
Il y en a beaucoup. On aide aujourd'hui 50 étudiants, entre 50 et 60 étudiants qui intègrent le parcours égalité des chances et qui viennent à Dauphine en licence en première année. Et donc au total, depuis que ce programme existe, ce sont plus de 600 étudiants maintenant qui ont pu intégrer Dauphine grâce à ce parcours égalité des chances. Donc un vrai impact. Alors l'année 2020-2021 est une année particulière, année de crise, fonds particulier, vous avez créé un fonds de solidarité. Qu'est-ce que c'est que ce fonds? Puisqu'il est tout neuf, hein, il est tout récent. Moi j'ai reçu une annonce sur mon LinkedIn il y a un mois. Parce que avec la crise sanitaire, l'université a dû faire face à des demandes tout à fait exceptionnelles. Et il faut rappeler qu'un quart des étudiants de Dauphine aujourd'hui sont boursiers. Alors pour beaucoup, boursiers ou non d'ailleurs, la situation financière liée à la crise a pu se dégrader. Certains ont perdu leur petit boulot. Pour certains, ce sont les parents qui ont perdu leur emploi ou qui ont pu tomber malades. Donc le budget d'aide sociale de l'université sur l'année 2020-2021 a été multiplié par 10 avec 240 000 € d'aide d'urgence apportée aux étudiants. Et il a fallu qu'on prenne le relais au niveau de la fondation. Donc certaines demandes aujourd'hui d'étudiants ne relèvent plus d'une urgence sociale, mais plus d'une précarité qui risque de s'installer. Et c'est ça qu'on a voulu stopper ou aider en fait à stopper avec ce fonds de solidarité qu'on a créé en février, qui a été un grand succès. On a levé 110 000 € en moins d'un mois, avec 300 donateurs qui nous ont soutenus, des entreprises aussi qui se sont engagées. Et donc, on va pouvoir apporter aux étudiants une aide mensuelle, des bons d'alimentation, des équipements aussi numériques parfois quand l'ordinateur craque. Et on va pouvoir peut-être aussi aider certains à rentrer chez eux, puisqu'ils n'ont peut-être pas toujours pu rentrer à la maison. Et dernier point, avec ce fonds de solidarité, on va également accompagner l'université sur la création d'un dispositif d'aide psychologique, parce que la détresse de certains étudiants, c'est aussi cette détresse psychologique que certains rencontrent. Et donc avec ce fonds, on va pouvoir aider à avoir des psychothérapeutes professionnels pour accompagner certains de nos étudiants. Donc d'abord, si parmi ceux qui nous regardent, il y a l'un des 300 donateurs de ce fonds de solidarité, merci à vous, merci aux 300. Si vous en connaissez, remerciez-les. Que ça vous donne des idées aussi. Le bandeau pour faire des dons, il s'affiche tout au long de ce live, tout au long de cette émission. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Sandra Bouscal, le fonds de solidarité, lutter contre la précarité, soutenir les étudiants, faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture, que l'année 2020-2021, cette année universitaire, soit pas une année en creux, que ce soit une année pleine, une année heureuse malgré tout, et que vos dons puissent y contribuer. On parlait à l'instant avec Anouk de logement. Vous avez de grandes ambitions pour la Fondation qui vont bien au-delà d'ailleurs de cette année universitaire particulière. Oui, tout à fait. La Fondation Dauphine accompagne le logement étudiant de plusieurs manières. Notre objectif, c'est d'apporter à peu près 1000 lits de logements étudiants pour les étudiants de Dauphine à l'horizon 2025. On a aujourd'hui à peu près 400 logements de prise à bail et 55 également dont la Fondation est propriétaire. Et donc notre objectif, c'est de rester à l'écoute des opportunités pour à la fois, si vous voulez, assurer la pérennité de la Fondation à travers une diversification de ses actifs, en étant propriétaire de logements étudiants. Donc on remplit notre mission. Et en même temps, bien sûr, accompagner des étudiants pour faciliter leurs conditions de réussite et créer des lieux de vie. Parce que comme Anouk l'a décrit, c'est les études, c'est le travail, mais c'est aussi ce lien social et cette vie associative, cette vie étudiante qui est si importante pour réussir à Dauphine. Helmout Mouhoud, président de l'Université Paris-Dauphine, on n'avait pas prévu cette question, mais je vous la pose. Est-ce que vous vous attendiez, quand vous êtes devenu président de l'université, à avoir dans votre travail au quotidien et dans cette gestion de crise un partenaire comme la Fondation Dauphine ? Ah non, alors ça vraiment, ça a été. J'étais vice-président de l'université, donc je connaissais un peu la fondation, mais j'ai le bonheur, mais vraiment, je le dis sincèrement, de travailler maintenant au plus près avec Sandra Bouscal et la fondation et avec Vincent Montagne, qui n'est pas là et que j'ai rencontré, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Mais c'est une très très grande fierté parce que le modèle dauphinois, c'est ça. C'est une université d'excellence, diversifiée de plus en plus, contrairement aux idées reçues. C'est pas que des riches qui sont là. C'est pas parce qu'on est dans le 16e, on a un quart de boursiers, on a un programme égalité des chances et on a une fondation qui vient nous aider à offrir un cadre de vie, de logement social et de logement tout court à nos étudiants, à nous aider à développer des projets. On a même des projets communs pour mieux accueillir les chercheurs internationaux avec du logement éventuellement dans le futur en direction des enseignants-chercheurs qu'on pourrait recruter directement à l'international pour les aider à s'installer à Paris. Enfin, c'est quand même génial, quoi.
Alors, ce qui est génial aussi, c'est que non contente de soutenir la solidarité auprès des étudiants, de soutenir le logement étudiant, la Fondation soutient la vie associative. Alors, il y a eu un film qui a eu beaucoup de succès il y a 3-4 ans qui s'appelait La La Land. Alors moi, je n'imaginais pas une seule seconde un jour, mais je suis un vieux schnock, découvrir qu'une université soutenait les initiatives des élèves en matière de comédie musicale. Bah oui, ça fait partie de la vie associative et d'un bon climat. La musique adoucit les mœurs. Et puis surtout, c'est une occasion merveilleuse de se détendre. Eh bien, la Fondation Dauphine soutient le DOS Musical. Le DOS Musical, c'est une association qui encourage les étudiants de Dauphine à faire des comédies musicales. On va regarder ça tout de suite en vidéo. Le DOS Musical, c'est l'association de comédie musicale de l'Université Paris-Dauphine. C'est 100% étudiants et c'est une comédie musicale par an. L'association regroupe 60 personnes à peu près et ça monte à 100 avec les alumni des 6 années précédentes. Ce qui m'a le plus plu au DOS Musical, c'est qu'on fait un peu de tout. On chante, on danse, on fait du théâtre, on joue de la musique. On construit nos décors, on construit nos costumes, on produit. Et puis on est avec nos amis qu'on connaît depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis on joue avec eux et c'est quelque chose d'assez intime et en même temps on le montre à tout le monde, donc c'est vraiment une expérience inexplicable. On devait jouer, nous, en mars l'année dernière, Anything Goes au Théâtre Marigny et en fait on a dû annuler au dernier moment. Et en septembre, on a pu reprendre le projet et tout le monde a répondu on est présent, on reprend avec vous. Et en octobre, on a enfin pu jouer notre spectacle. Le Covid a tout bouleversé, mais c'est vrai que finalement on a pu jouer sur scène et monter ce spectacle. Cette année, avec le Covid, on a dû revoir complètement l'organisation des répétitions. On ne peut plus se voir en présentiel, donc toutes les répètes se font avec Teams, donc par appel vidéo. On arrive à garder un lien fort, les membres s'intègrent très bien, on apprend à se connaître aussi, peut-être même mieux que si on avait fait de simples répétitions de travail. Donc finalement, c'est très positif. La Fondation Dauphine, elle nous aide en nous apportant son soutien. C'est celle qui a confiance en nos projets, qui nous aide en nous apportant des fonds. C'est ceux qui croient en nous et en ce qu'on peut réaliser. Ils savent qu'on est sérieux dans nos ambitions. C'est ça qui nous permet d'avancer beaucoup plus facilement. Ils ont l'air de s'éclater, les étudiants du DOS Musical, à faire des spectacles et à chanter et à danser. C'est une activité très complète, la comédie musicale. Alors peut-être certains trouveront-ils une vocation artistique dans ces activités, mais globalement, le sujet qui préoccupe aussi une université, c'est de placer ces étudiants, de les insérer dans la vie active. Il y a globalement aujourd'hui 2 façons de le faire. Un, de séduire les recruteurs par la qualité du diplôme, soit d'inciter les étudiants à créer leur propre business, à créer leur entreprise. On en parle juste après le jingle. Préparer les étudiants au marché du travail, c'est aussi le job de plus en plus des universités, des grandes écoles. À Dauphine, on se dit pas de problème, Dauphine a une réputation internationale, une réputation française en béton, mais tout de même, cette crise, elle a mis en difficulté pas mal d'établissements d'enseignement supérieur, elle a aussi fragilisé énormément le marché du travail. Donc, El Mouhoud, président de l'université, cette insertion professionnelle de vos jeunes diplômés, est-ce que cette année bizarre l'a fragilisé ? Nous n'avons pas encore assez de recul pour être définitifs, mais les premiers éléments que nous avons nous permettent de dire que la résilience est là. Pourquoi la résilience est là? Parce qu'en fait, le modèle de Dauphine, c'est un modèle qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a perduré, mais qui s'est développé, qui s'est transformé et qui a innové. C'est quoi ce modèle? Ce modèle, c'est, contrairement aux écoles de commerce d'ailleurs, hein, c'est que nous avons des capacités d'insertion sur le marché du travail de nos étudiants remarquables. 97% de nos étudiants de Master 2 trouvent un emploi avant 3 mois, dans les délais de 3 mois. Donc c'est vraiment gigantesque et à des niveaux de rémunération attendus. Hein. Donc ça, c'est très bon parce qu'on a un système d'alternance, d'apprentissage, on a un réseau extrêmement dense avec les entreprises. Mais je dirais que ça, on le doit à une combinaison, à la différence justement des écoles de commerce, à une combinaison avec de la recherche de qualité.
6 grands laboratoires de recherche, dont 5 sont associés au CNRS, des disciplines variées, des mathématiques, informatique, recherche opérationnelle, jusqu'à la sociologie, la science politique, le droit, l'économie, la comment finance. vous connectez ces labos sur le marché du travail? Parce qu'on a du mal à imaginer des entreprises qui soient en contact avec des laboratoires de recherche. Ils ne sont pas nécessairement en contact direct, quoi qu'il le soit, avec les doctorants qui sont en CIFS, vous savez, qui font leurs thèses dans les entreprises. C'est ça qui garantit la qualité de nos enseignements. Si les enseignements sont bons, se transforment, innovent, s'adaptent, c'est parce qu'il y a de la recherche derrière. Et si on est aujourd'hui capable de s'insérer dans un établissement comme dont nous faisons partie, qui est un IDEX, un établissement d'excellence avec PSL, Paris Sciences et Lettres, qui regroupe des établissements tout à fait prestigieux. Ça va de l'école normale supérieure jusqu'à, y compris l'école de chimie de Paris, jusqu'à l'école des beaux-arts, l'école des mines, l'école des arts dramatiques, enfin l'observatoire des arts dramatiques. Le conservatoire, c'est une offre d'établissements prestigieux avec qui on va collaborer, marier nos compétences d'excellence pour faire de la bonne pluridisciplinarité. On va être capable d'offrir de l'intelligence artificielle et par exemple du droit. Voilà alors, quelque chose qui n'existe pas sur le marché du travail. Pour cette année, est-ce que vous avez des étudiants qui étaient partis dès le mois de septembre pour rentrer sur le marché du travail et puis ils sont venus toquer à la porte de l'université en disant c'est un peu plus compliqué que d'habitude, on a plus de difficultés. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour que cette période-là ne soit pas une période perdue pour des jeunes diplômés qui cherchent? Alors c'est une très bonne question parce que y répondre de manière précise et juste, c'est s'intéresser à la manière dont on fonctionne avec les entreprises. Et la manière dont on fonctionne avec les entreprises, c'est la densité de nos stages. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ont fait les entreprises? Donc je suis économiste, j'ai un peu observé le marché du travail. Les entreprises ont recruté beaucoup de stagiaires et ont procrastiné dans leur stratégie de recrutement pour attendre de meilleurs moments, la reprise, qui va être, quand on va avoir une reprise, c'est pas une crise comme les autres, c'est pas la crise de 29, c'est pas la crise des subprimes, c'est autre chose, c'est un arrêt de 20% de l'activité, et donc quand ça va reprendre, ça va reprendre. Et donc les entreprises anticipent ce moment de reprise, mais elles veulent s'accaparer les bonnes compétences qu'elles ont, et elles se disent, nous avons des stagiaires qu'on va prendre, et le moment venu, on les CDIse ou on les prend en CDD. Donc on a assez peu de déperdition sur le plan de l'emploi, grâce à ce maillage avec les stages et aussi avec l'alternance et l'apprentissage. Alors évidemment, les conditions pour personne n'ont été bonnes puisque tout le monde a travaillé à distance. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup milité pour que nos étudiants reviennent sur site parce que malgré tout ce qu'on peut dire sur tous les progrès qu'on a fait en termes de technologie numérique, c'est génial, mais quand même l'enseignement, c'est vous et moi à proximité. Oui, bien sûr. Même si on a une vitre en plexi entre nous. Exactement. Il faut parler dans l'hygiaphone, Monsieur le Président de l'Université. La proximité physique quand même pour enseigner. Moi j'ai fait cours hier, je fais encore cours, et j'ai fait un cours en présence, j'étais super heureux. On va faire comme ça, on va toucher l'écran comme on fait. Salut en visioconférence. Monsieur le Président, une question qui ne se posait pas de mon temps. Quand moi je suis sorti de mon école, j'étais Sciences Po, personne n'est parfait. On ne se disait pas, finalement, la meilleure façon de s'insérer sur le marché du travail, ça peut être aussi de créer une boîte, de devenir entrepreneur. Alors qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a finalement, on va laisser les concours administratifs de côté, mais il y a 2 voies pour trouver du taf, celle dont on vient de parler, se faire accepter dans une entreprise, se faire recruter, mais aussi créer sa propre boîte. Vous pensez, vous, en tant qu'économiste, que c'est les 2 meilleures façons de trouver son job ? Le créer? Oui, alors ça c'est vraiment aussi une question super intéressante et importante. On a l'alternance, l'apprentissage, tout ce dont on vient de parler, en effet, et on a les possibilités qui sont offertes à nos étudiants qui innovent. Là aussi, vous voyez, si on n'avait pas de la bonne recherche dans notre établissement, on n'aurait pas cette interaction entre la capacité de créer des startups, par exemple. Et évidemment, on a créé un incubateur en 2012 qui a permis de structurer et de renforcer le soutien de Dauphine à l'entrepreneuriat. Il y a à peu près 90 startups qui ont été accompagnées avec un taux de survie de 3 ans pour plus de 80% d'entre elles. À plus de 3 ans, plus de 80% d'entre elles. Donc c'est vraiment important. Et ce sont aussi plus de 500 emplois créés. C'est une performance remarquable. On démontre là qu'on a un dispositif de qualité et qu'on va encore faire grandir. Parce que, encore une fois, regardez l'histoire des vaccins. La naissance de ces vaccins est le produit entre la recherche et la bonne finance, la bonne start-up, la bonne innovation. Et donc je pense qu'il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Et nous avons les
les moyens de le faire. Donc j'ai bien compris qu'en fait le bureau de placement, ce qu'on appelait un bureau de placement des étudiants autrefois dans les universités, c'est devenu aussi important, ou l'incubateur de start-up, c'est aussi important que le bureau de placement des étudiants. Ah, c'est très important, oui, c'est très important. En plus, c'est une aspiration de nos étudiants. En plus, ils aiment ça, c'est-à-dire qu'ils ont créé des start-up, ils sont super fiers de ça. Pendant la crise sanitaire, on avait les incubateurs qui étaient ouverts tout le temps, et moi je les voyais, je faisais un tour, c'était là du matin au soir, c'est quand même... El Mouhoud, on va en parler de l'incubateur tout de suite avec Cécile Bull qui nous a rejoint, et elle dirige cet incubateur, et elle a un parcours très très particulier, c'est quasiment une intruse dans l'univers Dauphine, Cécile Bull, mais enfin bon, elle a fait son nid, elle a fait sa place, je la retrouve tout de suite. Cécile, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'incubateur de Dauphine. Alors, je disais, c'est quasiment une intruse. N'y prenez pas offense. Vous êtes aussi intruse que moi. Enfin, vous connaissez bien la maison. Parce que rien ne vous prédestinait à diriger un incubateur de start-up. Non, absolument pas. Effectivement, j'ai fait de la littérature et de l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Alors là, c'est une révolution culturelle pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à diriger l'incubateur de Dauphine? Bon, un peu comme les entrepreneurs, un peu de débrouillardise, on filoute un petit peu et puis on arrive là. Et puis finalement, c'est la passion d'aider les créateurs. Alors, on va parler de l'année si particulière qui est cette année de crise sanitaire, évidemment, année particulière pour l'incubateur. On va regarder dans un instant une vidéo qui montre une start-up que vous incubez et que vous accompagnez, qui s'appelle le CAP Politique, me semble-t-il. Oui, mais avant ça, dites-nous comment ça marche l'incubateur de Dauphine, parce que parmi les anciens, il y en a peut-être qui ne connaissent pas, les anciens qui nous regardent. Alors un incubateur, c'est une structure qui va accompagner les étudiants et les alumni dans la création de leur entreprise, peu importe le stade de développement où ils en sont, donc de l'idée au projet ou du projet à la start-up. On fait ça à Paris et à Londres dans ces deux campus de l'université, et on s'appuie sur toute l'infrastructure de Dauphine. Donc, par exemple, on fournit des bureaux à nos entrepreneurs. Via la fondation, on les finance via notre prêt d'honneur. On s'appuie sur le réseau des alumni pour leur apporter de l'expertise, des mentors. Et puis, on s'appuie sur les étudiants qui vont, dans le cadre de leur master, réaliser des missions de conseil pour nos entrepreneurs. Vous avez quelques chiffres à me donner? Cet incubateur, c'est une galaxie de combien d'étudiants, combien de start-up? Vous avez des chiffres en tête ou pas? Un petit peu, oui. Ouais, l'incubateur, depuis hier, c'est 94 start-up accompagnées. Wow. Effectivement, c'est un taux de survie à 3 ans qui est à plus de 81%. Ah, c'est énorme. C'est ça, parce qu'une start-up qui n'est pas accompagnée, en tout cas, le taux de mortalité, habituellement, c'est 9 sur 10 à 3 ans. Et nous, on est à 8 sur 10 toujours en activité, donc c'est quand même assez chouette. Et puis, c'est 70 projets, par exemple, qui sont projets pas forcément qui sont devenus des entreprises, mais projets qui ont démarré dans le programme étudiant. Et dans ce programme, il y a à la fois des étudiants qui ne sont pas encore diplômés et à la fois des alumni. C'est ça, oui, tous les deux. Bon, ils cohabitent parfaitement? Ah oui, et on les fait se rencontrer parce qu'ils ont énormément à s'apporter, et pas seulement les alumni qui vont apporter aux étudiants, mais les étudiants ont aussi beaucoup d'énergie, de contacts et de réseaux à apporter aux alumni. Bon, vous les anciens qui nous regardez, peut-être vous êtes intéressés par des startups. Il y en a des startups dans la finance, on appelle ça la fintech, il me semble, hein, c'est ça? Oui. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette ruche, vous contactez Cécile Bull. On va tout de suite regarder comment fonctionne une des startups que vous incubez. Ça s'appelle le CAP Politique. Le concept et le projet de cette entreprise, c'est d'aider les élus à mieux définir leur stratégie de développement local et leur stratégie politique territoriale. Le CAP Politique, c'est une start-up qui développe des logiciels et des solutions numériques à destination des élus locaux, des candidats politiques et des collectivités locales. En fait, on propose des logiciels qui leur permettent de communiquer de façon plus efficace avec les citoyens ou avec les électeurs, en fait, pour rapprocher le politique des citoyens et ainsi contribuer à notre façon à réduire l'abstention et à réduire aussi la défiance envers les politiques. Par exemple, quand il y a des travaux sur une commune ou un projet d'urbanisme, les politiques ont besoin d'avoir l'avis des citoyens avant, pendant et après ce projet. Notre logiciel permet de garder le contact, d'aller à la rencontre des citoyens et de pouvoir structurer les attentes des citoyens. Le premier confinement, nous avons beaucoup fonctionné par visioconférence. Nous nous sommes vus ensuite ici dans les locaux de l'incubateur Paris-Dauphine en septembre, octobre, et puis après on a dû malheureusement
recommencer à travailler à distance jusqu'à très récemment où on a pu enfin réinvestir les locaux. Pour nos clients, le Covid change également beaucoup les choses puisqu'ils ne peuvent plus faire campagne comme ils le faisaient avant à l'ancienne, à serrer des mains, à organiser des meetings. Et donc ils ont besoin du numérique, ils ont besoin d'être plus rapides, d'être plus efficaces. L'incubateur met à disposition pendant tout notre cursus universitaire de locaux gratuits où l'on peut rencontrer d'autres étudiants entrepreneurs et faire émerger des idées ensemble. Nous sommes aussi accompagnés par Cécile, Camille et Julie qui sont Startup Managers qui peuvent nous mettre en relation avec d'autres entrepreneurs passés par l'incubateur auparavant. L'incubateur nous permet d'accélérer le projet et de gagner du temps. Le cap politique dans ses œuvres complètes en vidéo, une vidéo qui se termine par merci aux donateurs parce que l'objectif de notre soirée, l'objectif de ces sujets, l'objectif de ces interviews, c'est d'attirer vers la Fondation Dauphine qui soutient le développement de l'Université Paris-Dauphine, qui soutient les étudiants, un maximum de donateurs et de faire que finalement donner à son université de cœur, l'université qui vous a diplômé et qui vous a aidé à vous insérer dans la vie professionnelle, soit en vous trouvant du boulot, en vous aidant à chercher du boulot, soit en vous aidant à créer votre boîte, eh bien, en lui marquant une forme de gratitude et en lui apportant un soutien financier. Ça commence tout petit et puis ça peut monter très haut. Cécile Bull est avec nous, elle s'occupe de l'incubateur de Dauphine et c'est important, l'incubateur aujourd'hui, l'incubateur de start-up, parce que ça aide les étudiants à créer leur propre job. Cécile Bull, ça c'est vos chouchous ? Oui, c'est mes chouchous. Vous avez le droit d'avoir des chouchous quand on dirige un incubateur ? Je ne suis pas sûr. Ah bon ? Oui. Ah ouais, bon. Année particulière 2020-2021, est-ce que l'incubateur a réussi à fonctionner normalement et surtout, est-ce que le roulement de jeunes créateurs a été entretenu? Est-ce que vous n'en avez pas perdu en route ou est-ce que la nouvelle génération a tardé à se pointer à cause des contraintes sanitaires? Non, l'incubateur a fonctionné à 1000% cette année. En fait, on s'est adapté très rapidement et puis surtout, on parle à un public qui s'adapte encore plus vite, qui sont les entrepreneurs. Donc, on a fonctionné vraiment à 1000%. Tout a été digitalisé. Et ce qui nous a permis finalement d'atteindre encore plus d'étudiants, peu importe où ils étaient en France, ce qui nous a permis d'attirer des speakers internationaux qui du coup ont attiré aussi les étudiants, puis qui les a rendus très proches. Donc ça, c'était super intéressant. Donc ça veut dire qu'en fait, la visioconférence est devenue un outil de réseautage pour élargir la toile d'araignée de l'incubateur, et ces gens-là, ils finiront bien par arriver à Dauphine physiquement un jour. C'est ça. Et puis pour les plus timides aussi, pour les étudiants, l'outil digital, ça permet de pouvoir poser ces questions un petit peu cachées derrière son ordinateur qu'on n'oserait peut-être pas poser en levant la main en amphi. Alors l'actualité qui vous attend, vos projets ou les projets marquants de l'incubateur cette année? Donc nous, on s'est adapté aussi comme structure et on a finalement fait du Covid, alors oui, moi je dis le Covid, une force. On a créé plusieurs formations, dont une qui est assez intéressante qui s'appelle Define. C'est une formation qui permet à n'importe qui, n'importe où en France, et de manière gratuite, alors principalement les étudiants de Dauphine, de créer leur entreprise sans forcément avoir besoin qu'on soit là physiquement pour les aider. Et ça, c'est en 7 semaines. Ils reçoivent chaque semaine un petit mail avec une mini-formation et un petit canevas à remplir sur leur projet. Et puis la deuxième initiative qu'on a mis en place, c'est qu'on voit bien qu'avec cette épidémie, le digital prend une place de plus en plus importante dans nos vies et on est obligé de le maîtriser. Et donc, on a créé une Tech Week. Donc, c'est une semaine de formation intensive pour permettre à des étudiants de s'initier au développement web. Donc, en une semaine, vous n'y connaissez rien du tout, mais à la fin de la semaine, vous êtes capable de coder votre site internet. Un petit site. Une Tech Week. Tech Week. Parce que vous avez dit Tech Week. Une Tech Week. J'ai pensé à Gros Quick, moi. Tech Week, c'est-à-dire une semaine de la tech. Exactement. Merci infiniment, Cécile. Comme quoi la littérature et la Sorbonne mènent à Paris-Dauphine, et Paris-Dauphine mène à peu près tout, puisque j'ai vu la comédie musicale, la politique territoriale, et j'imagine qu'on fait toujours un peu de finance à Dauphine quand même. Bon, j'espère, hein, quand même, et de la comptabilité. Merci à vous, longue route à l'incubateur. Pour ceux qui nous rejoignent et qui nous prennent en route, c'est une soirée online et en direct, une soirée à destination des donateurs, des alumni, des anciens de Dauphine, pour qu'ils sachent ce que fait la Fondation Dauphine, comment elle soutient l'université qui vous a diplômé, qui vous a formé, qui vous a peut-être aidé à trouver du boulot, qui vous a peut-être aidé à créer votre entreprise. Tout de suite, on va faire plus ample connaissance avec une ancienne de Dauphine, promotion 98, ça ne se voit pas. Elle travaille dans la finance, dans la banque privée chez HSBC. Elle a fait la MSG de Dauphine, qui est un des tubes de cette université, ou en tout cas c'est le souvenir que j'en ai. Et puis après, avec Sandra Bouscal
général de la Fondation Paris-Dauphine. Et avec El Mouhoud, président de l'Université Dauphine, on parlera des grands projets. Au-delà de cette crise sanitaire, au-delà de ce satané virus, la vie continue et les projets continuent à Dauphine. On se retrouve juste après le jingle. On est avec Alice Gorge, ancienne élève diplômée de Dauphine. Alice, merci d'être avec nous. Bonsoir David. Ça va? Très bien. Vous n'avez pas trop le trac? Tout va bien? Je suis bien. Vous devriez vous sentir à l'aise ici puisque vous m'avez confié avant l'émission que vous aviez fait la fête dans cet amphi Edgar Faure avec un dénommé Yannick Noah. Alors là, on a envie de savoir ce qui s'est passé avec Yannick Noah ici. C'était il y a quand même quelques années. Oui, d'accord, il y a prescription. La prescription. C'était une grande fête étudiante. Grande fête étudiante, puisque le gala Dauphine, à l'époque, avait lieu encore dans les locaux de Dauphine. Ça devait être quelque chose. Et donc, vous avez dansé Saga Africa. Bah, bien sûr. Évidemment, on était en 98. Année 98, année de votre diplôme. Racontez-nous ce qui vous a amené à Dauphine et à cette EMSG. Alors, un petit peu de la chance, on va dire, puisque je me suis inscrite par hasard avec une de mes amies. Et puis, j'ai découvert que Dauphine était une super université avec beaucoup de possibilités. Et c'est ce que j'entends aussi quand Anouk parle et tout ça, vraiment envie d'apprendre et puis de faire des choses un peu entre la prépa et la faculté. C'était déjà le cas à l'époque. Et vous aviez déjà la banque privée en tête? Pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas ces rêves-là? Non. À l'époque, c'était vraiment finance, mais pas du tout la banque privée. J'ai envie d'avoir votre sentiment sur tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque, quand vous étiez étudiante, des efforts absolument incroyables déployés par l'université, à la fois pour attirer des étudiants, à la fois pour démocratiser le recrutement, pour soutenir les étudiants qui en avaient besoin, pour encourager l'égalité des chances, pour placer les étudiants, pour les aider à créer des boîtes? C'est incroyable. Incroyable. Alors, je ne sais pas s'il y avait autant de choses à l'époque déjà, mais en tout cas, ce que j'ai découvert par la suite, c'est que à l'époque, je crois que j'ai dû payer 1000 francs mon inscription. Et en parlant avec Sandra, j'ai découvert qu'un étudiant coûte à peu près entre 12 000 et on va dire 18 000 euros par an à l'université. Donc vraiment cette dichotomie entre ce que j'ai coûté et ce dont j'ai pu bénéficier qui est vraiment très importante. Et on a même moi j'ai eu la chance de partir à New York même avec Dauphine. Et c'est vraiment une opportunité incroyable de pouvoir être ici avec la quasi-gratuité des cours, puisque Dauphine reste quand même très abordable grâce à l'État et à la Fondation. Alors, vous êtes je dirais pas un spécimen, parce que Dauphine a beaucoup de donateurs, mais vous avez accepté de venir nous voir parce que vous êtes aussi une diplômée qui a décidé de donner à l'université qui l'a diplômée. Qu'est-ce qui vous a décidé à donner pour Dauphine? C'est pas évident, hein? Non, alors parfois on fait un don puis on arrête, parfois on n'en fait pas du tout. Alors qu'est-ce qui vous a motivé? Alors d'abord c'est pas évident et puis c'est pas très français. Ouais. Alors la raison pour laquelle j'ai donné, c'est parce que Sandra qui est ici présente me l'a demandé et surtout parce qu'elle a passé du temps à m'expliquer quels étaient les réels besoins de l'université. Il y a beaucoup de gens, et vous l'avez dit un petit peu plus tôt, qui pensent que Dauphine est une université riche destinée aux riches et ça c'est pas vrai. On entend un quart de boursiers, on est une faculté qui se bat pour ses étudiants et c'est ça qui m'a donné envie de rendre. Je suis très fière d'avoir fait Dauphine, mais je suis aussi très fière de me dire que des étudiants qui n'ont pas les moyens de le faire vont être capables de venir, vont pouvoir bénéficier des logements, mais vont pouvoir bénéficier aussi d'une éducation d'excellence. Et ça, pour moi, je pense que c'est vraiment important et qu'il faut que tout le monde rende. Moi, c'est vraiment la notion de give back à l'américaine, de se dire je rends ce qui ne m'a pas coûté très cher et qui me permet aujourd'hui d'avoir une carrière que j'ai choisie et que j'apprécie. Je crois que tout est dit. J'avais une question. Quels sont les arguments pour donner à Dauphine? Qu'est-ce que vous diriez aux donateurs? Mais vous venez de les énoncer. C'est-à-dire quand même un sentiment de faire le job, le sentiment de gratitude et aussi le sentiment de ce fameux lien intergénérationnel dont on nous rebat les oreilles dans les médias, les jeunes qui se sentent abandonnés, etc. etc. Si vous ne voulez plus en entendre parler, vous pouvez devenir donateur. C'est un peu ça? Il faut devenir donateur. Et puis ce lien transgénérationnel que vous évoquez, c'est important parce que ça va permettre à Dauphine de continuer d'exister et d'avoir une éducation d'excellence avec un quart de boursier. Et quand on entend aussi la fracture sociale, je trouve qu'aujourd'hui, avoir une université comme Dauphine qui se positionne sur l'excellence mais ouverte à tous, c'est vraiment important. Donc chaque don compte. Donc n'hésitez pas à donner et puis surtout à demander à vos camarades de promotion d'en faire autant. Oui, le don, ça doit être contagieux. Voilà. Au moins une contagion utile.
Hein, ça sert à ça. Vous dansez toujours sur Saga Africa quand on Bien sûr, avec mes enfants. Avec vos enfants. Bien sûr. Cécile Gorge, merci. Alice Gorge, pardon. Merci à vous. Et longue route. Merci et puis beaucoup. peut-être à l'année prochaine. J'espère. Quand il y aura un gala, des anciens, un vrai. Salut. Au revoir, Merci, merci. au revoir. On va tout de suite parler des grands projets qui vont structurer l'avenir de Dauphine. On va laisser cette année un peu pourrie 2020-2021, même si elle n'est pas terminée, on va la laisser derrière nous. Et on va parler des grands projets de Dauphine demain. Ils sont passionnants, ils sont mobilisateurs. On en parle avec nos deux piliers, Sandra Bouscal et El Mouhoub Mouhoud. Je vous retrouve tous les deux, derrière vos plexis. J'ai une question qu'on n'avait pas nécessairement prévue, mais finalement, que représente, Sandra, la solidarité des anciens et de la communauté dauphinoise aujourd'hui? Est-ce que c'est absolument vital pour Dauphine? Vous l'avez dit tout à l'heure, 45% des recettes propres, mais au-delà de ça, cette solidarité, c'est aussi un tremplin vers l'avenir. C'est absolument vital. Je pense que c'est aussi un gage de confiance. On est de plus en plus à Dauphine comparé avec d'autres universités, d'autres établissements à l'international. C'est une des faiblesses, malheureusement, des universités en France, c'est de ne pas avoir suffisamment de soutien, malheureusement, et ça change et ça bouge, et heureusement, les choses évoluent. Mais l'engagement des anciens, la mobilisation des alumni est un critère qui devient de plus en plus important aussi dans les classements internationaux. C'est une marque de confiance des anciens élèves dans l'avenir de son université, et c'est un moyen, c'est un indicateur qui montre aussi aux jeunes générations à quel point les plus anciens croient et investissent dans cette éducation qu'ils ont reçue. Donc c'est clairement aussi, au-delà de l'affectio societatis qui est si important et qui a été exprimé par Alice, c'est aussi un indicateur de réussite pour une université que d'être en capacité de mobiliser ces anciens autour de ce projet et autour des générations futures. El Mouhoub Mouhoud, parlons de Dauphine demain. Quand on est président, on doit avoir un projet, on doit avoir un programme, et pas uniquement un programme de gestion de crise. Je connais d'autres présidents qui sont englués dans la crise et ils ne peuvent pas penser à leur programme, ils ne peuvent pas se projeter. Vous gardez quand même le cap en vous faisant, en accédant à la présidence de cette université. Vous aviez quand même, vous l'avez dit, un programme et une vision. Absolument, le programme s'appelle Demain Dauphine. Donc, Demain Dauphine, alors il faut nous en parler. Et vous pouvez d'ailleurs un site internet là, qui est toujours, où on trouve le programme de 40 pages, avec un programme court de 10 pages pour ceux qui veulent aller vite. Bon. Non, vous avez absolument raison. On ne peut pas rester les yeux rivés sur la crise. La crise, il faut l'affronter. Et vraiment, quand on dit on transforme cette crise en opportunité, ce n'est pas des mots en l'air. Par exemple, pour faire revenir nos étudiants, on a fait fluidifier les flux à la cantine parce que la restauration select, c'est dangereux. J'ai utilisé les compétences de mes chercheurs de recherche opérationnelle en informatique. Voilà, ils sont venus, ils nous ont aidés. On innove tout le temps. Mais à moyen terme, disons si on se projette à 5 ans même, on a des objectifs qui sont majeurs. Le premier objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a regardé la sociologie de nos étudiants. Ils viennent de la réforme des lycées. Ils sont de plus en plus habitués à prendre plusieurs options. On va continuer à offrir des doubles compétences. Ça, c'est extrêmement important. On parle de la crise. Si on veut affronter la crise et les risques de sa persistance et même les risques de récurrence de ces crises, il faut qu'on aide les entreprises à s'armer pour anticiper les chocs. Comment anticiper les chocs? C'est en formant des gens excellents dans 2 ou 3 domaines. Intelligence artificielle et sciences des organisations. Sciences et arts. Voilà, on a vu tout à l'heure... Cécile, qui vient de la littérature et voilà, qui aime les startups. Et qui passe... et ça n'est pas du tout absurde. Exactement, et c'est de plus en plus nécessaire. Mais la pluridisciplinarité, ça n'est pas la dilution des savoirs, c'est la complémentarité. C'est de prendre des gens super bons en maths et des gens super bons en art. Voilà, et vous mariez les deux. Et ça, vous allez faire la différence sur le marché du travail et vous allez offrir aux entreprises des armes pour l'avenir, parce que si on ne peut pas anticiper les chocs, ça ne va pas. Et par ailleurs, l'Université Paris-Dauphine, c'est une université d'excellence. On sélectionne, on choisit nos étudiants, et ils nous choisissent. Mais c'est quand même 20 000 candidats au Parcoursup, et on en prend 5%. 5%, c'est 1000. C'est pas rien, c'est 8000 étudiants au total. On n'est pas sur des tout petits effectifs de quelques grandes écoles, petits effectifs qui étaient bien dans la période du Fordisme des années 60, mais dans la mondialisation, ça ne fait pas l'écart. On va faire l'écart, on va faire la différence dans la mondialisation parce qu'on forme de manière excellente quand même beaucoup d'étudiants.
c'est pas petit. Voilà. Alors, et donc l'internationalisation, c'est aussi le prolongement grâce à nos campus. On a 3 campus, un à Londres, un à Paris bien sûr, et un à Tunis. Et avec ça, on va pouvoir en plus augmenter notre stratégie d'internationalisation et d'attractivité de nos étudiants. Alors justement, l'attractivité d'une université, c'est la qualité de ses diplômes, c'est la qualité des étudiants, c'est la qualité des enseignants, mais c'est aussi les infrastructures et c'est aussi les capacités d'accueil de l'université. On parle un peu du Dauphine du futur, de ce projet. On va en voir quelques images. Vous pouvez nous en parler tout à fait librement. Les images vous suivront sur l'écran. Vous allez pouvoir regarder à quoi entend ressembler Dauphine demain. Parlez-nous de ce Dauphine en plus grand, en fait. Oui, alors Dauphine Paris, c'est un campus, un nouveau campus. Alors je suis arrivé en pleine crise sanitaire, mais aussi en plein lancement de travaux. Donc c'est aussi un défi, mais c'est un défi super exaltant. Il va y avoir des petits problèmes d'ajustement pendant la période des travaux. Donc on va avoir un campus complètement rénové sur le site d'ici, de Paris-Dauphine, avec une innovation dans le numérique, dans un campus durable, qui va comprendre davantage de problématiques d'environnemental, de responsabilité sociale et environnementale. Donc on a quelque chose qui va en plus être, grâce aux travaux des trams, des tramways qui sont en train de se faire, qui va être un campus en continuité avec la ville, avec le quartier, donc qui va être ouvert sur le quartier. Ça va même changer le quartier, le 16e arrondissement. Il va y avoir plus de vie, parce que ce projet immobilier sur Paris, sur le site de la Porte Dauphine, est un projet tout à fait massif, important, sur site, avec une sorte de pont des soupirs, si vous voulez, qui va venir traverser la cour et offrir des milliers de mètres carrés en plus. Il va falloir gérer la transition, ça ne va pas être simple. Mais à l'arrivée, on va avoir un campus à la hauteur de notre réputation. On est 36e au classement de Shanghai. On est parmi les 2 universités françaises avec Saclay, PSL et Saclay, à être classé dans les 50 premiers mondiaux. Bon. Il faut être à la hauteur de sa réputation. Il faut qu'on ait les moyens. Vous pouvez encore monter. Et on peut encore monter. 36e, c'est bien sûr. Enfin, qu'est-ce qui vous interdit d'être dans les 20 premiers? C'est la première fois qu'apparaissent des universités déjà dans ce score-là. Mais bientôt, on va être dans les 10 premiers. Ça, c'est absolument certain. Je veux dire, j'en suis certain. Recherche plus enseignement de qualité, c'est un très bon classement. Mais les classements, ça ne suffit pas. Il faut que la vie des étudiants, la vie des enseignants, il faut que le campus soit à la hauteur de son ambition. Et là, on y est engagé. L'État nous aide à hauteur de 80% du budget. Nous, avec nos ressources propres, nous avons aussi investi dans ce projet, et puis avec la force du collectif, car c'est ça, Dauphine, contrairement à l'idée reçue. Mais vous êtes en campagne, campagne permanente. C'est un président en campagne. Je suis passionné par j'adore ça, je trouve ça c'est super que vous en parliez avec autant de passion. Juste un mot. Alice juste un mot pour finir, parce qu'on est rattrapé par le temps. Payback, mais moi je me suis présenté parce que aussi j'ai beaucoup reçu de la collectivité, de mes professeurs, et je rends en étant au service de mon université pendant 4 ans. C'est ça, Dauphine aussi. Bon, dites-leur d'ailleurs, vous pouvez regarder la caméra, mais qu'est-ce que vous dites aux anciens? De donner? Continuez évidemment à donner, à être en réseau avec votre université. L'ancienne université de Paris-Dauphine, qui est Laurent Batch, disait Dauphine un jour, Dauphine toujours. C'est plus que jamais nécessaire. Et il a été un superbe président et il est très actif dans la fondation. Et je pense qu'il a absolument raison. Vous devez nous accompagner parce que c'est aussi la qualité du réseau que nous formons qui fait que ces chiffres de 96% de taux d'insertion sont possibles. C'est parce que je dirige un master qui est affaires internationales. Les alumni nous aident énormément. Et grâce donc au travail de la Fondation et grâce aux donateurs, on va pouvoir aussi être beaucoup plus fort dans notre capacité d'attraper nos alumni. On a encore des efforts à faire pour aller les chercher à l'international. Parce qu'il y en a plein qui sont à New York, il y en a plein qui sont à l'étranger et on va essayer de les mobiliser. Bon, là, vous les avez bien sensibilisés. Sandra Bouscal va porter le coup de grâce. Vous êtes aussi la cheville ouvrière de cette relation avec les anciens élèves, avec les diplômés. C'est aussi à la fondation que vous dirigez qu'ils donnent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les anciens et les amis de Dauphine? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore?
Déjà, je voudrais rappeler aussi qu'on a une association d'alumni qui nous aide beaucoup. On travaille en lien, bien sûr, avec Dauphine Alumni, que je salue, et pour qui vraiment on travaille de manière très, très proche. Et c'est un triptyque, cet effort. C'est l'effort collectif que mentionnait Mouhoub. C'est cette expérience aussi que nos étudiants, nos alumni ont vécu à Dauphine, qu'ils ont envie de perpétuer à travers leur soutien. Donc, c'est toute une équipe, en fait, à la fois au niveau des personnels, des enseignants, des anciens élèves de Dauphine Alumni, de la Fondation. Et c'est collectivement qu'on arrive à mobiliser autour de ce cap qui nous est donné pour Dauphine demain. Et je pense que tout le monde l'a dit aujourd'hui, tout le monde l'a dit ce soir, c'est un modèle tout à fait unique, Dauphine, public, sélectif, ouvert à tous. Et ça, je crois que c'est vraiment précieux et qu'il faut savoir le préserver. Je voudrais vous remercier tous les deux pour le temps que vous avez consacré à ce qui vous occupe toute la journée, c'est-à-dire les étudiants, les professeurs, tout l'écosystème de Paris-Dauphine. Merci à tous les deux. El Mouhoub Mouhoud, président de l'université, et Sandra Bouscal, directrice générale de la Fondation Dauphine, avec une pensée pour Vincent Montagne qui ne pouvait pas être avec nous et qui est le président de la Fondation Dauphine. Vous avez pris cette émission en cours, vous pourrez la regarder évidemment intégralement dans les espaces dédiés de la Fondation, de l'université, vous la trouverez très facilement. Je la mettrai moi sur mon compte LinkedIn. Je pense que Sandra et Mouhoub la partageront aussi sur Internet le moment venu. Qu'est-ce que je puis vous dire encore? Vous dire au revoir tout simplement. Et puis aussi dire qu'on a quand même une chance quand on appartient à une communauté universitaire. Faire des études, c'est une chance immense. Avoir un diplôme et une formation de qualité, c'est une chance absolument immense. On dit aujourd'hui on n'a plus de repères, on n'a plus de balises, etc. Quand on sait d'où on vient, quand on sait l'université ou l'établissement de formation qui vous a transmis quelque chose, quand on a des souvenirs de copains, des souvenirs d'étudiants, quand on a des profs dans le cœur, quand on a suivi des cours dans ces murs, dans cet amphi Edgar Faure et ailleurs, je crois que c'est une force dans la vie de savoir par où on est passé et par où on a été formé. Essayez de vous en souvenir et donnez à Dauphine. Allez, salut.